Rebonjour à tous, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin. Nicolas Rodelet, bonjour. Allô, bonjour. Ça fonctionne, oui. Je vais vous présenter rapidement parce que vous avez une très très longue feuille de route. Vous avez une formation d'informaticien, c'est surprenant, oui. On pourra en parler tout à l'heure. Vous avez travaillé pendant 10 ans comme concepteur, réalisateur et chef de projet multimédia pour plusieurs éditeurs comme Nathan, Edusoft, Mindscape. Vous avez travaillé sur des produits grand public dans les domaines du parascolaire mais aussi du jeu vidéo. Vous avez rejoint dans les années 2000 le portail Wanadoo qui fait toujours partie du groupe France Télécom, pardon. Oui. Ça s'appelle Orange maintenant. Pour travailler sur des contenus interactifs. Et en 2011, vous avez rejoint Paris & Co, ce dont on va parler aujourd'hui, le comité d'expansion économique de la ville de Paris pour participer à la création et au lancement du Labo de l'édition, un lieu dédié aux professionnels de l'édition, mais aussi à l'accompagnement de jeunes entreprises innovantes. Donc ça aussi, on va en parler aujourd'hui. Puis, rentrons tout de suite en fait dans le vif du sujet. Moi, j'aimerais beaucoup savoir ce qu'est Paris & Co. Alors. Ah oui, on a un petit support visuel qui arrive. Mais on peut peut-être commencer si vous voulez. Donc Paris & Co, c'est effectivement le comité d'expansion économique de la ville de Paris. C'est une structure, une association qui est assez jeune parce que en fait elle date d'1 an. C'est la fusion de 2 anciennes associations, Paris Développement et Paris Région Lab, qui a été faite il y a à peu près 1 an, mais ces 2 anciennes associations avaient une quinzaine d'années d'existence. L'objet de cette fusion, en fait, c'était de rapprocher Paris Développement, qui est la structure qui s'occupe de l'attractivité internationale, donc comment on fait venir des entreprises étrangères sur le territoire parisien, et Paris Région Lab, qui était la cellule d'innovation et notamment d'incubation d'entreprises de la ville de Paris. L'objectif de la mairie de Paris, c'est de faire venir à l'horizon 2020 30% d'entreprises étrangères sur le territoire parisien dans les incubateurs et dans les hôtels d'activité qui sont développés depuis une quinzaine d'années. On en est très loin aujourd'hui de ces 30%, et l'idée de Anne Hidalgo, de la maire de Paris, c'est de faire de Paris vraiment une place internationale du développement économique. Dans différents domaines. Dans différents domaines. Qui sont vous, je pense que vous les avez... Ouais. Oui. Avant de parler des domaines que gère Paris & Co, c'est une carte qui représente tout ce qui a été fait depuis 10 ans en termes de lieux d'incubation et de développement. Donc il y a des espaces de coworking, il y a des incubateurs, il y a des hôtels d'activité, et c'est vraiment un choix politique de la ville d'avoir créé tous ces lieux. 100 000 mètres carrés qui ont été créés depuis 2002 en fait pour accueillir des entreprises. Paris & Co, qu'on voit au centre, est à la fois un des acteurs. On a une dizaine de sites parmi l'ensemble de ces sites, mais aussi le coordinateur de tous ces acteurs. Donc on travaille effectivement avec tout l'écosystème de la ville. Et on peut peut-être passer... non, on va revenir en arrière. Donc, que fait Paris & Co concrètement? Il y a 50 personnes qui sont salariées de cette association, une quinzaine qui travaillent sur la partie attractivité, donc qui sont en fait dans tous les pays pour proposer aux entreprises étrangères de venir s'installer à Paris. Ils font de la prospection. Il y a une partie sur de l'expérimentation. On va expérimenter sur la ville des solutions innovantes qui viennent soit de grands groupes, soit de start-up. Donc, de tout domaine confondu. Tout domaine confondu. Soit sur la voie publique, soit dans des hôpitaux, des écoles, le métro. L'idée, c'est de tester pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, une solution innovante pour vous montrer que ça marche ou que ça marche pas. Et du coup, de permettre à cette solution, avec des résultats chiffrés objectifs, de pouvoir se vendre après à d'autres clients. C'est toujours compliqué quand on a une solution innovante et qu'on n'a aucune référence de vendre sa solution. Donc c'est une façon de tirer l'innovation. De tester puis de les mettre de l'avant ultimement. Exactement.
On a aussi une activité d'événements, donc on a notamment les Grands Prix de l'innovation qui existent depuis une quinzaine d'années. Aujourd'hui, c'est 450 projets qui candidatent tous les ans. Et au mois de décembre, il y a un événement avec 3000 invités et la désignation parmi ces 450 projets des 8 projets les plus innovants. Bon, ça c'est un exemple d'événement, mais on en fait d'autres autour de l'innovation. Et quel genre de projets, par exemple, vont être récompensés? Je sais pas, dans les derniers projets qui ont été récompensés, on retrouvé quoi comme type de solution? Par exemple, des solutions pour utiliser, recycler l'air et le rendre des solutions très techno, comme ça, ou alors des solutions qu'est-ce qu'il y avait, une solution pour des sites qui permettent de réparer, de recevoir des kits qui vont permettre de réparer tout et n'importe quoi chez soi. Donc on reçoit un mode d'emploi, un kit. Donc ça peut être dans des usages, dans de la techno, dans des usages, dans du contenu aussi. Il y a plusieurs catégories en fait. Voilà, c'est ce genre de choses. Très bien. Et donc vous parliez aussi d'événementiel, enfin d'événements. À part ce concours, il y a d'autres événements qui sont menés toute l'année. Oui, par exemple, on fait ce qu'on appelle le hacking de l'hôtel de ville. Ouais. Donc pendant une journée, l'hôtel de ville invite des startups à venir s'emparer du lieu, et il y a différents espaces. Il va y avoir des concours de pitch dans la salle du conseil, qui est une salle très, très institutionnelle, très impressionnante. Donc les startups, l'année dernière, une cinquantaine de startups ont pitché devant des investisseurs qui avaient pris la place des conseillers dans la salle du conseil de Paris. Il y a des startup meet-up, ça va être 250 startups qui vont faire du speed dating pendant la journée, des rencontres avec les services d'achat de la ville de Paris, enfin voilà, tout ce qui peut permettre à ces startups de se développer et de créer du business. Et après avec des liens aussi, j'imagine, avec des grandes entreprises qui, elles, sont implantées en Europe ou en France? Oui, ça c'est une autre activité de Paris & Co. On a ce qu'on appelle le Club Open Innovation, qui réunit à peu près 70 grands comptes. Il y a tous les gens du CAC 40 notamment. Donc c'est les directions de l'innovation de ces grands comptes qui se réunissent pour parler d'open innovation. Je ne sais pas si c'est un terme dont vous avez l'habitude. L'open innovation, c'est comment on va trouver de l'innovation à l'extérieur de son groupe. Parce que jusqu'à il y a quelques années, quand Renault faisait de la R&D, ce qu'il faisait, c'était quand même du Renault. Il faisait de la R&D, de la création, mais ça restait du Renault, la culture Renault. Et ces grands groupes se sont aperçus qu'ils avaient tout intérêt à regarder à l'extérieur ce qui se faisait, notamment ce que font les startups pour faire venir vraiment de l'innovation, des idées nouvelles, du sang neuf. Et donc il y a tout un courant qui s'appelle l'Open Innovation. Et à l'intérieur de ce club qu'on a créé, on a des ateliers entre grands comptes pour leur permettre de parler de leurs meilleures pratiques, de leur donner des idées et aussi les mettre en relation avec des startups, puisque à travers la partie incubation dont je vais parler juste après, on accompagne chaque année 200 startups à peu près chez Paris & Co. Justement, donc ce sont des startups que vous accompagnez dans le but de les développer, puis ensuite de les mettre en relation avec des grandes entreprises? Pas uniquement les mettre en relation avec... la relation avec des grandes entreprises, c'est un des sujets, et beaucoup de startups sont effectivement preneuses de cette intermédiation, parce que c'est assez compliqué pour une startup de toucher la direction d'une grande entreprise. Et ils n'ont pas du tout le même rythme. Une start-up, ça va très vite, et les grands comptes, ils mettent très très longtemps. Donc on a un rôle, nous, de pédagogique pour que le grand compte et la start-up arrivent à se parler. Donc ça, c'est une des choses qu'on fait, mais certaines start-up n'ont pas une activité qui nécessite d'être en relation avec un grand compte, donc on a d'autres... de l'accompagnement, j'imagine, de la formation. On peut passer sur... Voilà, là, on voit un peu la proposition de Paris & Co pour l'accompagnement des startups. Donc il y a une brique logistique qui est l'hébergement, c'est-à-dire qu'elles sont accueillies dans des lieux où elles ont leur bureau et s'installent là pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Il y a une brique coaching, donc de conseil. C'est par exemple ce que je fais au labo de l'édition pour les startups qui sont accompagnées au labo de l'édition. Une mise en relation avec un écosystème, puisque chaque incubateur est thématisé.
On va le voir après, mais il y en a donc sur l'édition, sur le tourisme, la e-santé, etc. Et puis la partie accélération de business, dont fait partie cette brique Club Open Innovation, mais c'est aussi de la relation entre startups, hein, puisqu'on en voit passer beaucoup, donc il y a énormément de business à faire entre les startups, et puis les relations avec des investisseurs, par exemple, à travers des pitch days, donc des journées où les startups vont pitcher devant des têtes de réseau, des business angels et des fonds d'investissement pour lever de l'argent. Allez-y, oui, vous vouliez on a quelques chiffres, peut-être c'est intéressant. On a accompagné près de 600 entreprises depuis le lancement des premiers incubateurs. En ce moment, donc, on en a 200 en permanence. Il y a un taux de pérennité de 78%, donc ça veut dire que 78% de ces startups sont toujours vivantes après 5 ans d'existence, donc ce qui est très au-dessus, en tout cas, de la moyenne en France. Voilà, des chiffres cumulés de levée de fonds et de chiffre d'affaires, bon, qui ne parlent pas forcément beaucoup, mais qui montrent que ce dispositif est vraiment pertinent. Puis, si on arrive directement dans le vif du sujet, qui est l'un des incubateurs, c'est le labo de l'édition. On peut peut-être avancer. Ça, on peut passer, effectivement. Donc, non, on revient sur la carte, peut-être. Encore une... Voilà. Effectivement, le labo de l'édition que vous voyez ici, qui est dans le 5e arrondissement. Ouais. On voit aussi les autres sites opérés spécifiquement par Paris & Co sur le tourisme, la e-santé, le sport, tout ce qui est ville durable, donc smart city, ville connectée, mobilier intelligent, logistique. Un nouvel incubateur qui s'appelle Le Cargo, qui est très gros, dédié aux industries culturelles et créatives et qui est donc en lien avec le labo de l'édition. Tout ce qui est économie sociale et solidaire. Et dans le 20e, en bas, là, c'est autour du fooding, gastronomie, art de vivre. Donc, dans le 5e, ce labo de l'édition numérique, qu'est-ce que c'est concrètement ? Si tu peux avancer. Donc, c'est un lieu... Voilà, vous voyez le lieu. C'est un lieu hybride, en fait, qui a été conçu avec un incubateur. Parce qu'avant ce dispositif, les incubateurs étaient plutôt des lieux fermés, avec des bureaux, des entreprises dans les bureaux, et puis voilà, ils développaient leurs projets, mais ça restait assez fermé. L'idée, quand on a créé le labo de l'édition en 2011, c'était d'en faire un lieu ouvert sur son secteur. Donc à l'étage, il y a effectivement l'incubateur avec les entreprises, et au rez-de-chaussée, cet espace événementiel qui est très modulable, qui bouge sans arrêt, pour accueillir soit du coworking, soit des conférences, des tables rondes sur des sujets dédiés aux problématiques de l'édition. Effectivement, l'idée, c'est de faire se rencontrer le secteur de l'édition, entre guillemets, traditionnel, et les solutions innovantes des startups. Justement, les startups qui sont hébergées dans ce lieu travaillent sur quel type de solutions, par exemple, si vous avez des exemples à nous donner ? Oui, j'en ai plein qui vont venir après. Mais en gros, c'est déjà pour faire un premier niveau de synthèse, toute la chaîne de l'édition, du lecteur, de l'auteur au lecteur, pardon, en passant par l'impression, la distribution, l'édition. Donc à chacun de ces maillons de la chaîne, il peut y avoir de l'innovation. Donc tous ces projets innovants peuvent venir au labo de l'édition. Et aussi, on ne traite pas que du livre, on traite de la presse et des secteurs éditoriaux au sens large, puisque comme on l'a vu ce matin, avec le numérique, les frontières entre les différentes filières, l'audiovisuel, le son, le jeu vidéo disparaissent. Et donc, on est amené à recevoir des projets qui touchent aussi à ces secteurs-là. On peut avancer, on a un petit bilan en fait où on voit effectivement que on a accueilli une quarantaine de startups depuis 2011. Ça fait à peu près 10 par an qui restent pendant un an au labo et ensuite peuvent aller sur d'autres lieux pour se développer s'ils le souhaitent, pour décoller, comme on appelle ça le décollage. Et les thématiques des startups sont réparties à peu près de façon équivalente entre des projets sur les outils logiciels.
Donc ça va être des outils par exemple de conversion de fichiers ou de création de contenu pour l'édition, de création de livres pour enfants, de sortes de CMS qui permettent de très facilement produire un livre pour enfants, ou production de contenu textuel, vidéo. Divers, des plateformes, donc plateformes de distribution de contenu, plateformes de mise en relation, des réseaux sociaux, mise en relation par exemple des auteurs avec les lecteurs, et puis des projets plus vraiment dans l'éditorial, donc de gens qui fabriquent des livres ou des médias enrichis souvent. Ce qui est intéressant, c'est de voir que quand on a démarré, beaucoup des porteurs de projets ne venaient pas du monde de l'édition. Ils venaient d'autres secteurs, ils avaient une idée innovante, souvent qui leur avait été inspirée par le secteur dont ils venaient, la musique, l'audiovisuel ou autre. Et en revanche, 80% de ces projets collaborent avec le secteur de l'édition. Donc l'idée, c'est aussi de créer des ponts entre ces deux mondes. C'est un peu en train de changer. On s'aperçoit ces derniers temps qu'on a plus de projets venant de personnes qui viennent de grandes maisons d'édition et qui quittent leur boulot pour créer une start-up dans le domaine. Donc on sent que la culture de l'innovation est en train de se diffuser. C'est positif, oui, tout à fait. C'est un peu c'est le but, c'était un des buts du projet. Et puis sur la partie événementielle, on a fait effectivement, on fait beaucoup d'événements, un peu comme vous faites là aujourd'hui. On en fait au moins un par semaine, voire deux. Ça prend quelle forme? Ce sont des petits déjeuners, Ça prend énormément de formes. On a fait, on peut peut-être avancer puisqu'il y a des exemples. Ça peut être des barcamps. Je ne sais pas si vous connaissez le système. Ce sont des barcamps, c'est des journées sur une thématique. Là, la photo qu'on voit, c'est un barcamp sur l'édition jeunesse. Il va y avoir des ateliers qui vont se succéder, un peu comme on l'a fait tout à l'heure, sur des problématiques, par exemple juridiques, les bibliothèques, l'éducation, et puis une restitution. Chaque groupe de travail travaille pendant 1 heure, 1 heure et demie. Ensuite, il y a une restitution qui est faite à l'ensemble des personnes. Et on alterne comme ça des moments d'atelier et des moments de restitution toute la journée. Ça fait, du coup, on va avoir 4 ateliers en parallèle, fois 4 dans la journée. Du coup, ça fait énormément de sujets qui sont balayés dans une même journée. Ça brasse beaucoup d'idées. Et des ateliers qui seront ouverts à tous, enfin tous ceux qui travaillent dans l'édition. Oui, c'est beaucoup des professionnels ou des gens qui s'intéressent au secteur qui viennent participer, et en fonction des thématiques aussi qu'on propose. Là, sur la jeunesse, c'est un public particulier. Effectivement, le monde de l'édition est très très large, entre la BD, les éditions professionnelles, la fiction, le pratique. Enfin, il y a énormément de sujets à traiter. Alors, on a aussi des formats de bêta-test de produits, où soit les startups qui sont là, soit des éditeurs qui veulent lancer un produit viennent proposer leur produit à un public, des sortes de focus group, et ça va permettre d'avoir un premier retour des utilisateurs sur le produit, voire de proposer différentes versions d'un produit et de voir ce qui marche le mieux. Et puis des formats plus classiques comme des conférences ou des masterclass sur des sujets. Et là, on voit qu'effectivement, le lieu est conçu pour être complètement modulable, avec des tables qui se plient, qui se rangent. On peut très, très facilement passer d'un mode conférence pendant un moment à un mode atelier pendant l'heure d'après. Donc, c'est vraiment fait pour ça, on va dire. Donc ça, c'était pour le modèle. Après, si on rentre concrètement dans des exemples de start-up ou de jeunes entreprises qui créent des solutions, quel type de solutions sont créées dans ces locaux? On va y venir. Oui, avance. Voilà, donc on peut peut-être... là, c'est des startups ça, c'est le regroupement des startups qui travaillent sur des contenus, sur de l'édition. Donc, on a par exemple Storylab qui propose des
des fictions courtes. C'est un pur player de l'édition et il travaille vraiment sur des textes qu'on peut lire en 45 minutes dans un temps de transport, par exemple, ou un temps d'attente. Donc c'est l'option qu'ils ont choisie. Addictive Pages, c'est un éditeur qui réfléchit à la création de ces fictions vraiment en termes de séries, donc comme on fait des séries télé à l'américaine, je dirais, c'est comme ça qu'ils conçoivent les épisodes textuels qui sont fabriqués, qu'elles éditent. En fait, je dis elles parce que ce sont deux femmes qui ont créé Addictive Pages. Quick Story, c'est un site de romans photos. Wizik, c'est une solution qui permet d'augmenter des partitions musicales et d'apprendre la musique avec la tablette qui joue la partition pendant qu'on s'entraîne avec son instrument. Quelle histoire, c'est un éditeur de e-book et de livres papier pour enfants, mais vraiment dédié à l'histoire. Donc vous voyez que c'est assez varié. Si tu peux avancer pour la partie outils. Qu'est-ce qu'on a ici? On a DraftQuest que je vais présenter un peu plus tout à l'heure, qui est un outil d'aide à l'écriture. Mad Mags, c'est un site qui permet de créer son magazine en ligne. Qu'est-ce qu'on a? Newsinov, c'est un produit qui permet de faire de la veille sur des sujets très précis. Donc, si on veut par exemple savoir tout ce qui se passe dans le secteur de la santé, on va paramétrer sa recherche et automatiquement l'outil va browser tous les sites qui concernent ce secteur avec une analyse sémantique et faire remonter les informations de veille pour les gens qui s'intéressent à ça. Et puis la dernière catégorie, ce sont les plateformes. Donc des plateformes de distribution, de livres pour enfants ou de livres de fiction. On va acheter donc des e-books selon certains modèles, abonnements ou à l'acte, des outils de promotion ou de marketing. Culture BD, c'est un site qui présente l'ensemble de la production de bande dessinée française et avec des critiques, des notes qui sont issues à la fois des lecteurs mais aussi des libraires. Et puis des réseaux sociaux, par exemple We Love Words, qui est une plateforme d'auteurs qui met en relation, je pense qu'ils sont à 20 000 auteurs sur la plateforme qui proposent leurs textes et qui sert à des professionnels qui cherchent des plumes à sourcer des auteurs. Donc par exemple des agences qui cherchent des gens pour écrire les newsletters vont aller sur We Love Words, choisir avec quelques paramètres ce qu'ils cherchent comme type d'écriture, comme style, et automatiquement ils vont voir remonter des auteurs qui correspondent à leur recherche. Puis donc l'ensemble de ces projets existent depuis le début de cet incubateur qui a 4 ans à peu près, je pense, si je ne me trompe pas. Oui, c'est quoi les grandes tendances ou les startups qui ressortent un petit peu du lot, qui sont les plus porteuses selon vous? Il y a plusieurs façons de l'analyser. On a certaines startups comme We Love Words justement, Flamefy qu'on a vu avant, qui ont fait des grosses levées de fonds. Enfin, quand je dis des grosses, c'est 500 000, entre 500 000 et 1 million d'euros. Gutenberg Technologies aussi. Donc ça, on peut dire que c'est des réussites d'une certaine façon, sachant que tant qu'il n'y a pas un chiffre d'affaires conséquent, rien n'est prouvé. Et il faut un peu plus de temps. On n'a que 4 ans, nous, de recul. Donc il faut un peu plus de temps pour vraiment savoir qui vont être les success stories de demain. Et puis après, il y a aussi on peut regarder aussi en termes soit de téléchargement ou d'audience cumulée. Il y a par exemple, DraftQuest, aujourd'hui, c'est 7000 inscrits qui sont actifs sur la plateforme. Donc DraftQuest, si vous voulez peut-être juste rappeler ce que c'est. En fait, je vais le montrer en détail. J'ai prévu de faire un focus sur 5 startups en fin de discussion. Donc, j'en dirai un peu plus sur DraftQuest. Mais
Mais ce ne sont pas des entreprises qui ont réussi à lever des fonds. Donc voilà, ça dépend du critère qu'on choisit pour dire qu'est-ce qui a réussi ou pas. Puis du côté des éditeurs, vous faites des conférences
il y a une énorme richesse de pouvoir partager les uns les autres, d'être dans un même lieu, de faire une mise en commun comme ça à différents moments du week-end. Je pense que c'est comme ça qu'on peut avancer, qu'on peut innover aussi. C'était un petit peu l'enjeu pendant ce week-end, de faire travailler ensemble, encore une fois, un certain nombre de parties prenantes dans un cadre informel qui est celui du hackathon, et en plus de faire ça avec des élèves des écoles qui sont sur ces thématiques, et donc leur faire toucher du doigt un certain nombre d'outils et de contenus. Donc on est content parce qu'on a vu pas mal de résultats très aboutis au cours de ce week-end, avec des applications assez impressionnantes. Alors, Nicolas, il y a plusieurs exemples aussi dont vous vouliez nous parler, des exemples en tout cas qui ont retenu votre attention dans cet incubateur. Oui. Donc, j'ai sélectionné 5 projets qui me paraissent intéressants en termes de nouvelles approches. Donc, DraftQuest, que je soulignais tout à l'heure, qui est au départ un outil d'aide à l'écriture. Le créateur de cet outil a fait une thèse sur la créativité et il s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre de freins quand on essayait d'écrire. On parle de procrastination, d'angoisse de la page blanche, et il a analysé d'où venaient ces freins. Et donc il propose dans son outil, on voit par exemple des œuvres, il appelle ça des campagnes, parce qu'on choisit effectivement d'écrire pendant 30 jours, 40 jours, 90 jours, mais on écrit chaque jour, comme un sportif qui s'entraîne pour le marathon. Donc une des façons de combattre la procrastination, l'angoisse de la page blanche, c'est effectivement d'écrire tous les jours, même si c'est seulement 30 minutes. Ensuite, on voit ici des petits pictogrammes. Il y a une batterie d'images ou de photos. On choisit en fait un univers, et puis chaque fois qu'on écrit, ces images vont être proposées pour inspirer, pour donner des idées sur le texte qu'on va écrire. L'autre idée intéressante, c'est qu'il faut écrire faut uniquement utiliser la partie créative du cerveau, donc pas du tout la partie critique. C'est souvent ça qui crée un blocage, c'est quand on fait en même temps la création et qu'on se critique, on se dit c'est pas bien ce que je suis en train de faire. Donc là, on écrit sans se poser de questions, on peut pas revenir en arrière, on peut pas se corriger, c'est seulement à la fin de la campagne qu'on va pouvoir revenir sur son texte et le retravailler. Mais pendant 90 jours, on produit de la matière. Et c'est en temps limité, donc on va écrire 30 minutes, il y a le compteur qui tourne, on choisit la durée de son temps d'écriture, mais le compteur tourne, ce qui produit de l'adrénaline qui aide aussi à la créativité. Donc c'est plein de petites astuces comme ça qui poussent à écrire. Dans un deuxième temps, ils ont créé donc un MOOC. La saison 4 du MOOC va bientôt sortir, vous voyez, c'est 1er février, mais on peut regarder un exemple de la saison 3. Et aujourd'hui, ce MOOC rassemble plus de 7000 personnes. Donc ça a vraiment bien marché. On a ici les sujets, la procrastination, l'improvisation. À chaque fois, ce sont des séries de petites vidéos qui donnent toutes les étapes pour écrire un roman. Et enfin, associé à ce MOOC, il y a un forum qui est très très actif, dans lequel assez spontanément, les gens se sont mis à proposer leurs textes aux autres participants et à demander, puisque c'est quelque chose qui est très demandé par les auteurs, c'est d'avoir un retour sur son texte pour l'améliorer. Et c'est pas quand on demande à sa famille ou à ses amis qu'on a vraiment des retours objectifs. Donc là, il y a des retours entre pairs, on va dire, qui permettent de relire les textes les uns et des autres. Et je crois, il m'a dit, David, donc le créateur, c'est une boîte qui est passée au labo tout au début, donc qui est sortie aujourd'hui.
Aujourd'hui, dans les 15 meilleures ventes en auto-édition sur Amazon, il y en a 5 qui sont sortis de cet atelier d'écriture. Qui existe depuis, enfin l'atelier a été créé en 2012-2013. Voilà, ça c'est donc pour les auteurs. Un autre outil pour les auteurs qui est assez intéressant, c'est une plateforme d'auto-édition qui s'appelle Librinova. Mais la particularité de cette plateforme, c'est qu'elle respecte la chaîne du livre. D'ailleurs, j'ai pris quelques notes sur les chiffres, les derniers chiffres. Donc, le principe, c'est qu'un auteur va poster son texte sur la plateforme. Il paye 50 ou 70 € en fonction de la taille du manuscrit. Et à partir de ce moment-là, son manuscrit est traduit en EPUB. Il y a un outil qui le transforme en EPUB. Et il est vendu directement sur 80 stores digitaux, dont Amazon, bien sûr Apple, mais énormément de stores. Il est distribué au Canada par deux marques, je crois. Et l'idée, c'est que jusqu'à 500 ventes, donc il fixe le prix de son livre, jusqu'à 500 ventes, il touche l'entièreté de ses droits. À partir de 500 ventes, Librinova prend un pourcentage, je ne sais plus, je crois que c'est 15% du prix de vente. Et à partir de 1000 ventes, il rentre dans un programme qui s'appelle En route vers le papier, qui l'amène à être édité par un éditeur papier partenaire de Librinova. Parce que là, à partir de 1000 ventes, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose, il y a un public, et ça permet donc à l'éditeur éventuellement de sourcer des auteurs. Donc aujourd'hui, il y a eu 450 auteurs publiés sur Librinova, donc ça a été lancé il y a 1 an et demi, 52 000 livres vendus. Il y a 5 titres déjà qui ont été publiés par un éditeur, par plusieurs éditeurs papier, et il y en a 15 qui ont dépassé les 1000 ventes, donc qui sont prêts à être édités aussi papier. Et il y a des premiers partenariats avec des éditeurs de gestion des manuscrits. Donc les éditeurs qui hésitent sur certains manuscrits, qui savent pas trop si ça va marcher ou pas, les proposent à Librinova pour entrer dans le programme et éventuellement, si jamais ça marche, revenir pour être édité. Donc c'est assez intéressant parce que c'est vraiment, d'ailleurs les 2 fondatrices viennent du monde de l'édition, elles étaient toutes les 2 chez Editis, et elles ont complètement pris en compte le reste de la chaîne pour créer leur solution. Je vais aller un peu plus vite sur les autres, mais c'est aussi des projets qui sont intéressants. Bookweather, c'est une application mobile qui permet de simplement scanner le code-barre d'un livre qu'on aime et de construire la bibliothèque des livres qu'on aime. Et ça nous met en relation avec des outils, des algorithmes d'analyse, avec des gens qui ont les mêmes goûts que nous, qui pas forcément ont la même bibliothèque, mais par leur lecture, ont des affinités avec nous. Voilà, donc ça, c'est une forme de recommandation. Ils sont en train de lancer aussi une box, donc un abonnement à une box qui va nous envoyer un livre chaque mois, qui est un livre choisi en fonction de ce qu'on a lu justement, et donc qui est censé être un livre qui va nous plaire. Storyplayer, c'est une bibliothèque d'albums jeunesse. On parlait ce matin dans l'atelier, je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont ici de livres audio. C'est une approche intéressante parce que donc là, c'est vraiment très basique en termes de numérisation. C'est le PDF du livre qu'on peut récupérer quand on prend l'abonnement à Storyplayer. C'est l'équivalent du livre papier en numérique, mais il y a un outil qui permet de s'enregistrer quand on lit le livre. Donc un parent peut s'enregistrer pour lire le livre, et l'enfant peut réécouter la lecture par son parent ou par sa grand-mère qui est loin mais qui a pu enregistrer la lecture, et donc l'enfant va avoir un livre lu par sa grand-mère qui est en province ou à l'étranger. Donc c'est assez rigolo, et puis donc c'est très utilisé en bibliothèque. Les bibliothèques ont pas mal apprécié ce produit. Et un dernier sujet, l'imprimerie, donc une des entreprises qui est passée au labo de l'édition, a développé un concept qui s'appelle les cartes à lire.
Donc c'est une solution pour acheter du livre numérique en librairie sous la forme d'une carte physique. Comme c'est du livre jeunesse aussi, ça s'y prête bien parce que ça permet de faire des cartes assez jolies, illustrées. À l'intérieur, il y a un code. On se connecte sur la plateforme avec le code et on récupère le livre numérique. C'est une façon, souvent on dit, oui, un livre numérique, on ne peut pas l'offrir. C'est une façon d'offrir du livre numérique. Donc voilà différents développements possibles. Puis on peut, les développements technologiques vont assez vite, mais vous imaginez quoi dans les années à venir, justement, en termes de développement? Qu'est-ce qui s'en vient? Ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui, c'est autour des données. On a beaucoup de projets. Alors on a eu beaucoup de projets au début sur des éditeurs pure player numériques. Qui malheureusement donc des éditeurs qui sont numériques, qui sont purement numériques, qui n'ont pas d'activité papier. Et justement, en France en tout cas, jusqu'à présent, le marché du livre numérique n'a pas décollé. Il reste en dessous de 5% du chiffre d'affaires global du monde de l'édition. Donc ces entreprises n'ont pas réussi à vivre de cette activité. Donc ils ont trouvé des activités annexes. Donc pour certains, ils se sont mis à faire du livre papier. C'est le cas de Quelle Histoire, par exemple, qui faisait des applis et qui marche très très bien aujourd'hui, mais sur une activité de vente de papier qui vient en complément des applications. Ou ils se sont mis en prestataire. Storylab ne peut pas vivre de son activité d'édition. Donc ils ont développé toute une activité de studio pour développer du livre enrichi, du livre numérique pour des éditeurs, traditionnels. Donc ils sont obligés de trouver d'autres modèles économiques. Donc on n'a plus aujourd'hui, je pense que les gens ont compris que c'était pas encore le moment de lancer ça. Donc on n'en a quasiment plus des projets d'édition pure player. Après, on a eu toute une vague d'outils de conversion, de création d'e-pub automatique, tout ça, mais ça, maintenant, ça existe, donc ça s'est arrêté. Et aujourd'hui, les gros sujets, c'est tout ce qui est recommandations, comme Bookweather. Donc le data, on utilise les données. Utiliser les données, récupérer des informations, c'est vraiment, et d'ailleurs dans les autres domaines aussi, pas uniquement dans l'édition, c'est ce qu'on voit arriver chez Paris & Co dans les incubateurs, c'est énormément d'outils pour le marketing, pour le digital marketing. Justement, dans les différents incubateurs que vous avez dans Paris, celui qui travaille sur la santé, est-ce qu'il y a un lien entre chacun des incubateurs, entre l'édition et la santé, l'édition et l'environnement, par exemple? On n'a pas énormément de lien avec celui sur la santé, avec celui sur le tourisme plus, parce qu'il y a toute la thématique des guides touristiques, donc ils sont à la fois sur le tourisme et sur l'édition. Et puis sur tout ce qui est au cargo, donc industrie créative, où il y a à la fois presse, audiovisuel, jeux vidéo. Là, on travaille énormément ensemble. Et d'ailleurs, tous ces nouveaux produits de promotion, de marketing, sont à cheval sur les deux secteurs. Pour donner un exemple, on a organisé un séminaire pour les éditions Lefebvre, un groupe d'édition juridique que vous connaissez peut-être en France, un groupe assez important. Et une des activités du séminaire, c'était de parler avec des startups. Et de créer, chaque start-up se présente, ensuite il y a un atelier où les gens du séminaire essayent d'imaginer avec la start-up comment la solution pourrait être intégrée dans le groupe. Donc c'est en général un exercice qui marche pas mal parce que ça oblige les gens à se poser les questions en termes d'innovation et ça les fait un peu bouger. Donc ils utilisent ça aussi en conduite du changement. Et en fait les start-up qu'ils ont choisies pour travailler n'étaient pas des startups de l'édition, c'était des startups plutôt du digital marketing. Donc effectivement, il y a des échanges entre les différents incubateurs et entre les différentes thématiques. On va juste prendre un moment parce qu'on arrive presque à la fin de cet entretien. Est-ce que vous avez des questions dans la salle que vous voulez peut-être poser? Vous pouvez lever la main. Oui, il y en a une ici. Je pense qu'on vous apporte un micro. Allô, oui. Bonjour. Vous parliez au début de l'envie d'attractivité d'entreprises internationales au sein de l'écosystème d'innovation parisien. Je me demandais, à contrario,
s'il y avait une envie d'exportation ou Bien de sûr. rayonnement, puis de quelle manière elle se concrétisait. On a plusieurs programmes d'aide à l'exportation. À la fois chez nous, on a des échanges avec des incubateurs dans différents pays. Et puis des programmes comme le French Tech Hub qui permet à une entreprise d'aller s'installer pendant 3 mois dans un pays et de un peu prospecter en termes soit d'investisseurs, soit de clients. Donc ils vont aller 3 mois aux États-Unis par exemple pour voir s'il y a matière à faire quelque chose. Et puis par ailleurs, il y a énormément de programmes à Paris avec la Chambre de commerce, avec UbiFrance de soutien et d'aide pour aller faire un voyage à l'étranger et tester des choses, aller sur un salon. Donc il y a plein d'outils en fait pour le faire. Oui. Alors c'est pas thématisé sur l'édition. Il y a rien aujourd'hui qui existe. Sauf peut-être des partenariats. Là, je suis là aujourd'hui. Peut-être qu'il pourrait y avoir des choses avec le Canada qui se mettent en place. Le Welcome City Lab sur le tourisme, par exemple, développe un Welcome City Lab au Canada. C'est un projet qui est en cours, donc qui permettrait ce type d'échange. Donc ça, c'est pas encore en place sur la thématique édition. Les outils qui existent aujourd'hui sont multithématiques, en fait. D'autres questions, peut-être? Oui. On va vous apporter un micro, je pense. Là. Bonjour. Comment vous travaillez avec le SNE, par exemple, ou d'autres organismes? J'imagine que vous travaillez avec eux, ne serait-ce que pour tout ce qui est conférences dont vous parliez tout à l'heure. En fait, c'est assez variable. Alors, on fonctionne au labo de l'édition avec un comité de pilotage, puisque le labo de l'édition, c'est un lieu de la ville de Paris. Donc, la mairie de Paris fait partie du comité de pilotage. Le SNE et le Centre national du livre sont présents au comité de pilotage. Et on a aussi des partenaires privés. Je parlais des éditions Francis Lefebvre, par exemple. Ils sont partenaires fondateurs du labo de l'édition, donc ils participent à la fois au travers du comité de pilotage aux décisions de gouvernance du labo de l'édition et financièrement aussi pour aider la partie plateforme animation à se développer. C'est-à-dire que la partie incubation est financée par les startups qui payent leur loyer et l'accompagnement qu'on leur propose. Mais pour la partie animation, on a vraiment besoin du soutien des partenaires. Donc c'est le modèle de ces plateformes d'innovation telles que le labo de l'édition fonctionne en fait. Je ne sais pas si ça répond. Vous organisez des événements communs. Vous parliez de conférences sur des points géographiques, par exemple. En fait, ça peut être à travers des contacts qu'on a au SNE, mais on va aller chercher sur un sujet donné les conférenciers qui nous paraissent les plus intéressants. Ce sont des conférences qui sont gratuites pour le public, donc c'est vraiment dans un mode collaboratif. On ne paye pas les conférenciers, ils viennent vraiment ça dépend aussi des formats. Le hackathon, là, on va chercher des sponsors pour pouvoir financer pendant 2 jours la nourriture pour tout le monde, éventuellement le matériel dont on a besoin pour le hackathon, des prix pour les gagnants, etc. Donc là, on va aller chercher quelques sponsors pour l'événement ponctuel, mais globalement, sur la plupart des événements, c'est sur un mode collaboratif et on va chercher les experts qui se prêtent assez facilement au jeu, en fait, parce que tout le monde a intérêt à ce que ces questions avancent et soient débattues. Donc. Peut-être une dernière question. Vous pouvez lever la main. Oui? Non? Merci beaucoup, Nicolas Rotelet. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.